de fer diplomatique entre Niamey et Bruxelles. Depuis le 26 juillet 2023, le palais présidentiel de Niamey a changé d'occupant, mais l'Union européenne n'aurait pas renoncé au rétablissement de l'ordre constitutionnel entre guillemets et souhaiterait voir Mohamed Bazoum, toujours détenu, retrouver son fauteuil présidentiel avant l'échéance symbolique du 2 avril 2026. Diktat d'une puissance lointaine ou exigence de principes démocratiques, alors que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, consolide ses alliances avec les pays de l'AES et se tourne vers le bloc de l'Est, Bruxelles semble vouloir jouer son va-tout. Mais de quel levier dispose réellement l'UE alors que sa présence militaire s'efface et que son aide au développement reste gelée? S'agit-il d'un ultimatum réaliste ou d'une dernière posture symbolique avant une rupture définitive? Pendant 90 minutes, nous allons décrypter les enjeux de cette nouvelle tension et pour en débattre, nous recevons au plateau aujourd'hui Didier Nourdine Alou. Didier, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs et bienvenue à tous. Didier Alaoue est journaliste, consultant en communication pour un changement de comportement social. Il dirige également la structure Africa Développement, en abrégé Africa Dev. En sa compagnie, l'homme qui ne bouge pas, certainement qui n'a pas bougé aujourd'hui non plus, son excellent Sogoyou Kegewe. Bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs et bon dimanche surtout à tout le monde. Ancien ambassadeur, journaliste, Niger. L'Union européenne veut ramener Bazoum au pouvoir avant le 2 avril 2026. C'est le thème. Qu'en pensez-vous? Écrivez-nous. Essentiellement via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Vous avez la possibilité également de commenter cette émission à travers les réseaux sociaux qui nous relaient en direct. Nous sommes sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Commentez, que vous soyez d'accord avec nous ou pas. Likez cette émission pour nous protéger. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés de New World Forum, faites-le en même temps pour ne pas oublier. Et pour le premier axe de cette émission, chers invités, Didier Alou, sur quoi repose concrètement cette volonté de l'Union européenne de rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir avant le 2 avril? Est-ce un fantasme de diplomate ou une menace réelle pour la transition nigérienne? Bon, en réalité, ce qui se passe, c'est que d'abord, il faut lire la résolution. La résolution qualifie le président Bazoum de partenaire clé de l'Union européenne. Et le même président Bazoum a l'habitude de dire, n'est-ce pas, que la France achetait l'uranium du Niger par pitié. Bon, donc, quand vous entendez ça, vous comprenez déjà directement pourquoi Bazoum est qualifié de partenaire clé de l'Union européenne, mais en réalité de la France, mais pas ricochet de l'Union européenne. Je pense que pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce dossier, il faut plonger dans l'histoire même du Parlement de l'Union européenne. L'Union européenne ne s'est pas toujours appelée Union européenne. Il a un ancêtre qu'on appelle la CECA. La CECA, c'est la communauté des unions pour le charbon et l'acier. Alors, cette CECA-là est créée en 1952. Et quel était son rôle? C'était les années après-guerre, donc il faut reconstruire l'Europe. Donc on a besoin de beaucoup de matières premières, notamment l'acier et le charbon à cette époque-là. Donc les Européens craignaient qu'une nouvelle guerre n'éclate autour donc des matières premières en Europe. Donc c'est à cet effet-là que cette CECA-là a été aussi créée et sa mission était de réguler, pour que s'il y a matières premières quelque part, notamment le charbon et l'acier, que ça soit correctement distribué, que chacun ait sa part et qu'il n'y ait pas de remous autour de ces choses. Mais à partir de 1962, cette communauté européenne sur le charbon et l'acier a muté. C'est-à-dire que c'est à partir de 1962 qu'on a commencé à appeler ça Parlement de l'Union européenne et on lui a affiché des fonctions plus politiques. Mais la principale fonction n'a pas changé, juste qu'elle a été dissimulée. Et si vous permettez, on va parcourir un peu. On voit que le Parlement de l'Union européenne, sa première fonction, elle est législative, parce que c'est elle qui adopte les lois au sein donc, de l'Union.
Sa deuxième fonction, elle est budgétaire. Et sa troisième fonction est évidemment chargée du contrôle et de l'orientation politique. Et il y a quelque chose de normatif qui est dissimulé sous cette troisième fonction, parce que là, c'est là où on met tout, on parle de démocratie, des droits de l'homme, etc., etc. Mais la première fonction de la CECA n'a pas changé, même si elle n'est pas écrite blanc sur noir, l'esprit est resté. Donc, c'est pour vous dire que, en dehors des rôles qu'on connaît au Parlement de l'Union européenne, il y a sournoisement caché dans ses fonctions sa première fonction qui est liée donc aux matières premières. Donc, ce n'est pas le fruit d'un hasard si vous voyez que c'est ce Parlement de l'Union européenne qui qualifie le président Bazoum de partenaire clé. On vous l'a toujours dit sur ce plateau, le président Bazoum ne représentait pas du tout les intérêts du Niger. Le président Bazoum représentait plutôt les intérêts de l'étranger, notamment de la France. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Maintenant, quand vous regardez un peu les différentes interventions qu'il y a eu, on dit qu'il faut rétablir le président Bazoum avant le 2 avril. Pourquoi cette date? Cette date parce que le 2 avril, c'est la fin constitutionnelle du mandat du président Bazoum. C'est-à-dire que si Bazoum avait été resté au pouvoir, à partir du 2 avril, son mandat finissait. Et les tenants donc de la résolution, les parlementaires européens, disent que le temps presse. Mais le temps presse, c'est par rapport à quoi? Pour un président qui est déjà déchu depuis bientôt 3 ans, pourquoi c'est maintenant que, selon eux, le temps presse? Ce qui se passe en réalité, c'est que c'est un calendrier qui est en train d'être déroulé par les impérialistes, mais qui a atteint maintenant un certain niveau. Vous savez qu'après le renversement du président Bazoum, il y a eu une multitude, une kyrielle de sanctions qui sont tombées sur le Niger. Vous savez également comment, on l'a toujours dit sur ce plateau, comment les gens ont manœuvré, les Occidentaux, les impérialistes ont manœuvré, ont instrumentalisé la CEDEAO, les institutions bancaires internationales, la Banque mondiale, le FMI, et même l'UEMOA, etc., etc. On se rappelle également les nombreuses pressions sécuritaires qui se sont abattues sur le Niger et sur l'AES. On se rappelle également de combien l'AES est en train d'avancer, de comment l'AES est aujourd'hui imposée comme un regroupement régional sur lequel on peut compter. Donc tout ceci n'est pas bien vu. Si l'intervention militaire de la CEDEAO a échoué et que toutes les pressions politiques et diplomatiques ont échoué, d'ailleurs même ça a été rappelé au Parlement de l'Union européenne parce qu'ils ont bien dit que toutes les pressions diplomatiques ont échoué et que c'est l'heure des actions maintenant. Alors on est en droit de se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que va faire réellement ce Parlement si la date temporelle qui a été fixée, si cette date-là est passée? Ouais, c'est une question que nous avons sur notre tablette, que je vais vous relayer le moment venu. Excellence, l'Union européenne évoque l'ordre constitutionnel. De quel ordre s'agit-il aujourd'hui? Parce que pour Niamey, c'est carrément de l'ingérence. Non, on ne va pas crier à l'ingérence à tout va. Si l'Union européenne se fait des soucis pour un homme qu'on a arrêté, bon, c'est humanitaire. Surtout si l'Union européenne a le courage et la force d'oublier pourquoi on l'a arrêté. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne ne sait même pas pourquoi on a arrêté Bazoum. Est-ce que tu comprends? Donc si on feint d'avoir oublié pourquoi on l'a arrêté, on peut maintenant sortir, faire les grandes proclamations démocratiques, ordre constitutionnel. À propos, soit dit en passant, j'aimerais rappeler à l'Union européenne qu'il y a un autre président séquestré avec sa femme, qui mérite quand même que l'Union européenne aussi parle de lui, en l'occurrence Maduro. Hein? Ou bien Maduro, c'est aussi un homme, non? C'est aussi un président. Maduro n'avait pas fini son mandat, il avait été élu démocratiquement. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, au Niger, l'Union européenne s'en fout totalement de Bazoum.
l'Union européenne est à la recherche de son uranium. Bazoum, ça compte pour des cacahuètes. C'est l'uranium. L'Union européenne aurait été honnête en disant qu'on vous donne jusqu'au 2 avril pour nous redonner les mines d'uranium, pour nous donner l'uranium que vous avez séquestré. Sinon, bon, c'est la guerre. C'est tout, Bazoum. Bazoum, à ce que je sache, il n'est pas dans une cellule où il pourrit avec des rats et des souris. C'est un président, les gens, la transition le traite avec respect, en son palais, avec son épouse. Mais ces pays de l'Union européenne, il y a des chefs d'État africains qui ont été enfermés, qui ont souffert jusqu'à la mort, ils n'ont jamais levé le doigt parce qu'eux, ils n'avaient pas l'uranium à leur donner gratuitement. Maintenant, dire que c'est un partenaire clé, Gilles, qu'est-ce qui te surprend? Le bon petit président Bazoum qui passe le temps en son palais à faire l'éloge des terroristes, c'est des garçons gentils, c'est des garçons bien armés, plus que notre armée, c'est des garçons ceci, cela. Le bon Bazoum qui dit que, bon, comme il a rappelé, bon, la France nous achète l'uranium par pitié. Il devait même certainement mobiliser le peuple nigérien pour faire des marches de soutien à Areva, qui achète l'uranium par pitié. Et il achète à combien par pitié? Donc, vous savez, ce qui se passe sous nos yeux aujourd'hui, c'est que tout le monde sait que l'histoire de démocratie, c'est de la foutaise, c'est une arnaque, c'est une escroquerie, surtout quand il s'agit des Noirs. On sait que les Noirs sont dans ces foutaises. Quand on dit démocratie, tu vas voir encore, je suis sûr qu'à Niamey, il y a encore quelques rigolos, des reliquats des anciens systèmes colonisés qui vont dire, ah, ça c'est bien, on va libérer Bazoum. Je crois qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, la transition, le président Tiani et son équipe, ils sont plus soucieux de la santé, du bien-être du président Bazoum que ne le sont les gens de l'Union européenne, assis là-bas à Bruxelles, en train de vouloir exploiter toute la planète. Ordre constitutionnel. Quand ils se sont promenés en Roumanie pour annuler une élection, pour faire mettre celui qu'ils veulent au pouvoir, est-ce qu'il y avait l'ordre constitutionnel? En République tchèque, actuellement, il y a une élection qui arrive en Hongrie. Brusquement, comme Viktor Orban ne marche pas le doigt sur la couture devant la grande voleuse de Bruxelles qui achète des médicaments par SMS à 32 milliards d'euros, comme il ne marche pas droit Viktor Orban et surtout il dénonce le vol de l'Union européenne, on lui a brusquement trouvé un opposant qui a tellement d'argent. C'est-à-dire qu'on veut le détrôner. Donc, quand ces gens-là viennent chez vous, ils vous parlent de démocratie, de droits de l'homme, de l'ordre constitutionnel, mais il faut les envoyer au diable. Il faut les envoyer au diable. L'Union européenne a déjà usé de sanctions, surtout économiques. L'aide au développement est gelée depuis 2023. Et finalement, de quel levier dispose l'institution européenne? Est-elle encore aussi influente au Niger pour oser agir de quelque manière que ce soit? L'influence occidentale dans toute l'AES et plus généralement dans l'Afrique au sein des populations a considérablement régressé ces dernières années. Le Niger ne fait pas exception. Cette régression de l'influence de l'Union européenne s'est encore beaucoup plus accentuée dans la zone AES. Mais ce qu'il faut dire simplement, c'est que je pense plutôt que les Occidentaux ont plusieurs tours dans leur sac en réalité. Et ils ont un programme qu'ils sont en train de dérouler progressivement. Je pense que l'Union européenne ne pensait pas que le Niger allait survivre, n'est-ce pas, à toutes ces sanctions qu'il y a déjà eues. Si vous vous rappelez, par exemple, au lendemain du renversement du président Bazoum, il y a la frontière entre le Bénin et le Niger qui a été fermée. Et je rappelle que cette frontière a été fermée sans ménagement aucun. C'est-à-dire, j'étais à Niamey. C'est-à-dire que normalement, dans toutes circonstances, en pareilles circonstances, lorsqu'il y a ces genres de mesures que l'on doit prendre, on doit quand même regarder pour voir s'il ne faut pas faire des exceptions.
Je vous donne un exemple. Tout a été bloqué. Les produits de première nécessité, les produits alimentaires, tout a été bloqué. Et y compris même les médicaments. C'est-à-dire que à Niamey, à l'époque, même les dialysés, les personnes diabétiques, les personnes vivant avec des maladies chroniques ne pouvaient plus accéder aux médicaments parce que ces médicaments, justement, devaient transiter par cette frontière. Et Dieu seul sait combien de morts il y a eu à l'époque au Niger par rapport justement à la fermeture de cette frontière. Donc je pense qu'après ça, il y a eu toute la panoplie de sanctions économiques. Vous avez rappelé le gel de l'aide européenne. Et il y a eu également des sanctions ciblées contre les acteurs de la refondation. Et les sanctions ciblées, vous les connaissez généralement, ce sont les restrictions dans les déplacements, c'est le gel des affaires, etc., etc. Le Niger a survécu à tout ceci. Et maintenant, puisque la pression sécuritaire ajoutée à toute cette pression économique, etc., n'ont pas marché, il faut maintenant passer à un autre palier. Mais je rappelle que l'aide européenne en question, le Niger a étudié cette question-là. Et c'est volontairement que les autorités du Niger ont décidé de se débarrasser de certaines aides de l'Union européenne. Parce que ces aides-là ne sont pas apportées de la manière dont on aurait pu apporter cette aide-là. Je rappelle par exemple qu'une ONG très célèbre dans le Sahel qu'on appelle ECAP Sahel, dont l'objectif affiché était de lutter contre le terrorisme, était d'apporter du soutien logistique aux forces armées nigériennes. Cette ONG a été prise la main dans le sac et de connivence avec des terroristes. Donc c'est pour vous dire que si aujourd'hui l'Union européenne dit dans sa résolution, oui, que les aides aux plus démunis ou les aides sociales des ONG européennes n'arrivent plus à aller là où il faut, mais c'est de bonne guerre parce qu'on les a bloqués, on les a empêchés désormais d'aller sur le terrain et de pouvoir formater justement ces actes de terrorisme avec justement les cellules dormantes qu'ils avaient déjà installées sur le terrain. Donc c'est pour vous dire clairement qu'en réalité, le seul moyen aujourd'hui pour cette Union européenne de continuer à faire pression, c'est justement cette pression médiatique que vous connaissez. C'est également le diviser pour régner, parce que vous savez que beaucoup de collaborateurs du président Bazoum sont à l'extérieur et font la navette entre Abidjan et Paris aujourd'hui. Et que ce sont ces bras-là, et pour certains d'entre eux qui ont été même déchus de la nationalité nigérienne, c'est sur eux maintenant que compte justement la France et l'Union européenne pour pouvoir continuer à faire pression sur Niamey. Mais ce qui est formidable, c'est que aujourd'hui, quand vous prenez les régimes qui sont au pouvoir au niveau de l'AES, les populations ont compris les enjeux, les populations sont avec leurs autorités. D'accord. On va passer au deuxième acte de cette émission pour analyser un peu l'obsession du 2 avril et ce qui peut se passer avant ou après cette date entre guillemets fatidique. Excellence Goyo Kegewe, Didier Alaou nous expliquait pourquoi l'Union européenne évoque cette date symbolique du 2 avril. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est le signe d'une action imminente? Est-ce que l'Union européenne peut agir concrètement sur le terrain? Écoutez, 2 avril ou 20 ou 30 ou 40 avril, ça ne change rien. 40, au moins, ça n'existe pas. Pardon? 40 avril, au moins, ça n'existe pas. Oh, avec eux, tu peux trouver ça un jour. Donc, le 2 avril, la date fatidique, ça dit que c'est le jour-là que finit le mandat de Bazoum. Donc, ils ont attendu et à l'approche de cette date, ils s'agitent. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas Bazoum qui les intéresse, c'est l'uranium. Maintenant, si le 2 avril passe, quels sont les alibis qu'ils vont trouver pour continuer à réclamer leur uranium, leur entre-griffes? Parce que ce n'est pas leur uranium. Mais avant le 2 avril, est-ce que l'Union européenne peut agir sur le terrain? Non. L'Union européenne a toujours agi. Il faut voir toutes les attaques terroristes dont le Niger est victime. On a attaqué l'aéroport à Niamey, on a attaqué l'aéroport à Tawa, et on attaque tous les jours. Mais tu crois que ça vient d'où? Du ciel? Non. C'est leur manœuvre.
Donc, ils ont toujours agi. Je crois que les Nigériens sont assez édifiés. Moi, je fais confiance au président Tiani, qui est apparemment très, très, très bien informé. Et Tiani doit savoir actuellement qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, sur quoi ils ont mis le pied, et ils commencent à proférer des menaces. Donc, ils ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas résoudre à l'évidence que Bazoum est un Nigérien. Sur combien de Nigériens, 30 combien ou 25 millions d'habitants? Non. Pour eux, il faut tuer les 25 millions de Nigériens pour laisser Bazoum. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas l'avis des 25. Est-ce que moi, je préfère un président soutenu par son peuple populaire qu'un président démocratiquement élu qui n'a même pas 14% du soutien populaire de sa population. C'est quoi cette arnaque? Nous voulons le soutien de la population et non des fantasmes des gens démocratiquement élus où le président ne représente rien. Chaque jour, les gens sont dans la rue, on demande son départ, et plus on veut qu'il parte, il s'agrippe au pouvoir, il est à la recherche de toutes les guerres pour s'impliquer dans ces guerres, parce qu'ils savent que si un président enclenche une guerre, il ne peut pas partir laisser le pays dans la guerre. Donc, tout ça, on connaît. On n'est plus en 1960. Maintenant, tout est transparent, tout est clair. Ils sont en train de se prendre des fessées impossibles avec l'Iran, et pour se défouler un peu, ils se disent, bon, on va encore aller taper sur quelques nègres dans le Sahel. C'est tout, sinon il n'y a rien. Ils vont faire quoi? Venir attaquer? Ben, les Nigériens étaient préparés à être attaqués depuis. Quotidiennement, ils se disent, mais on peut être attaqué. Alors, si l'Union européenne ne peut pas attaquer, Didier, doit-on craindre une forme d'appui indirect à une déstabilisation, ou s'agit-il uniquement d'une posture de communication, ou encore un poisson d'avril, hein? Nous parlons de Non, mais le Parlement de l'Union européenne n'a pas un pouvoir militaire. Le Parlement a un pouvoir politique. Et je pense que ceux qui ont instrumentalisé ce pouvoir politique, qu'est le Parlement de l'Union européenne, très clairement, qui en veut au Niger, c'est la France d'Emmanuel Macron, pour être très clair. Je pense que tout ça, c'est des alibis, c'est-à-dire que pour eux, dans leur conception, c'est une manière, voyez-vous, de réunir, n'est-ce pas, les conditions d'une éventuelle intervention. Il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. La résolution a été envoyée à qui? Union africaine, CEDEAO, etc., etc. C'est-à-dire les institutions par lesquelles, les institutions qu'ils ont essayé auparavant d'instrumentaliser pour pouvoir obtenir les moyens d'intervenir militairement, et que ça n'a pas marché. Récemment, Mamad Déby était en France. Mais pourtant, c'était lui, dès le début de la crise, les deux premières interventions que la France a voulu faire. Parce qu'avant même de parler de l'intervention de la CEDEAO, la France avait déjà, aux heures chaudes du renversement de Bazoum, préparé des interventions, avait déjà amassé des troupes au niveau de N'Djamena. Et c'est les Russes et les Américains qui ont apporté les informations. Et que on se rappelle très bien qu'au Tchad, le président Mamad Déby avait donc refusé que son pays serve de base arrière pour pouvoir agresser le Niger. Aujourd'hui, on voit très bien que Mamad Déby est parti en France, et quelques semaines après, le Parlement prend cette résolution. Je ne dis pas que c'est des faits qui ont un lien, mais en tout cas, pour l'analyse que je suis, c'est quand même des signaux d'alerte pour nous permettre de bien regarder de ce côté-là aussi. Donc je pense que, en réalité, les autorités du Niger ont déjà réagi en convoquant la chef de la délégation, de la mission de l'Union européenne à Niamey, pour lui signifier très clairement leur désapprobation. Vous l'avez rappelé, le Niger a été catégorique avec la représentante de l'Union européenne à Niamey, pour lui signifier que ça s'appelle de l'ingérence pure et dure. Donc, je crois que dans la suite de cette émission, on verra comment est-ce que cette décision de l'Union européenne ne fera que éloigner, n'est-ce pas, les régimes de Justement, l'AES. c'est ça ma prochaine question. En exigeant le retour de Bazoum, est-ce que l'Union européenne ne pose pas finalement définitivement le Niger dans les bras de la Russie, de la Turquie et de la Chine?
Non, l'Union européenne ne pousse personne nulle part. Les Nigériens sont des hommes mûrs, ils savent où se trouvent leurs intérêts. Ils n'ont même pas besoin qu'on les pousse. Quand même, après plus de 60 ans de galère, de misère, d'exploitation éhontée, criminelle, on prend vos biens, on ne vous donne rien, vous mourrez de faim. On se pavane un pays le plus pauvre. Le Niger était classé avec délectation par ces pays-là comme étant le pays le plus pauvre. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont pu mettre leur fameuse ONG partout. Aujourd'hui, le Niger veut juste lui-même exploiter ses richesses, les vendre à qui il veut et permettre à sa population de vivre. C'est tout. On n'a pas besoin de quelqu'un. Les pays de l'Union européenne, eux-mêmes, ils sont dans quoi aujourd'hui? Ils sont dans quoi aujourd'hui? Ils ont quoi à donner à qui? Ils ne se retrouvent pas. Donc moi, je crois que le Niger ne fera pas demi-tour à cause d'une soi-disant résolution de l'Union européenne, quand on sait qui est cette Union européenne, on sait comment elle fonctionne, on sait comment ces élites écrasent leur propre population. Parce que, attention, ce n'est pas seulement les Africains qu'ils écrasent. En Europe, ils écrasent leur propre population. Tu vois les souffrances dans ces pays. Tu as vu comment les paysans sont maltraités, exploités, pressurisés. Mais ça, ce n'est pas des Nigériens, les paysans français, belges et choses. Ce n'est pas des Nigériens, ce n'est pas des Burkinabés, ce n'est pas des Togolais. Donc, c'est une élite, une caste, tous inscrits à l'école primaire de Jeffrey Epstein, où on apprend la cruauté. Ils sont en train de maltraiter leur propre population et comme ça ne leur suffit pas, ils tombent à bras raccourcis sur les Africains et ils croient qu'ils vont continuer à exploiter les gens ad vitam aeternam. Donc, ce n'est pas ça qui pousse le Niger vers la Russie. La Russie, depuis les années 60, a aidé les pays africains à prendre leur indépendance et c'est cette coopération qui continue. Ce n'est pas aujourd'hui que les Russes ont des ambassades en Afrique. Au Togo, ici, les Russes avaient même une ambassade. Je peux te montrer où elle était. Donc, il faut laisser ça. Aujourd'hui, tu as vu ce qui se passe? C'est les mêmes calculs qu'ils ont fait avec l'Iran. On va aller casser l'Iran, on prend le pétrole. Maintenant, ils ont chaud. On crie à l'aide. Ah, il faut venir aider, il faut venir faire ceci. Et l'Iran dit, la guerre ne fait que commencer. Il faut que les Africains, nous aussi, c'est vrai, on n'a pas les armes de l'Iran, mais on a la volonté de l'Iran. Ça suffit. Ouais. Didier, est-ce qu'il y a un alignement entre Bruxelles et les capitales régionales où l'Union européenne joue-t-elle cavalier seul? Non, il ne s'agit pas d'un quelconque alignement. C'est la France qui est en train d'instrumentaliser l'Union européenne. Quand vous prenez des pays, certains pays comme le Danemark, la Belgique et encore d'autres, je ne vois pas. La Suède, Luxembourg, la Suède, tout ça. Bon, voilà. Donc, je pense que très clairement, c'est la France qui est en train d'instrumentaliser l'Union européenne pour pouvoir obtenir quelque chose qui ressemble à une base légale dans un monde où tout le monde est en train de décrier maintenant la négation totale du droit international dont font preuve les États-Unis en allant s'ingérer complètement dans des pays souverains, soustraire leur président et les mettre en prison chez eux. Donc je pense que la France, elle veut montrer qu'elle est un peu plus correcte et que comme elle sait que de ce côté-là, elle ne peut pas avoir une résolution des Nations Unies, elle ne peut rien attendre de la CEDEAO de l'Union africaine. Donc, elle essaye donc de voir au niveau de ce Parlement-là qu'est-ce qu'elle peut obtenir pour lui servir de base. Mais je pense que c'est vraiment peine perdue parce que le 2 avril va passer et il ne se passera absolument rien du tout au Niger. Eh bien, parce ça veut dire que si le 2 passe et que rien ne se passe, que restera-t-il de la crédibilité de l'Union européenne? Mais elle n'a pas de crédibilité, l'Union européenne. Ce n'est pas que c'est maintenant, avec cette décision-là qui ne va rien donner, qu'elle va perdre sa crédibilité. Depuis longtemps, la France et l'Union européenne, tout ça, et même les États-Unis ne sont plus crédibles du tout dans l'espace AES et de plus en plus en Afrique. Donc ce n'est pas maintenant que qui sont décrédibilisés. Voilà. Non, moi, je vois les États-Unis, l'Union européenne revenir dans ces pays avec des projets de coopération. Écoute, on a parlé la dernière fois. À propos de crédibilité. C'est différent de la crédibilité. À propos de crédibilité, c'est parce qu'aujourd'hui, la crédibilité de l'Union européenne est nulle. Tout le monde veut partir. L'Espagne veut partir, la Hongrie veut partir, tout le monde veut partir.
Et ils veulent se payer une crédibilité à moindre frais sur le dos des Africains. Sinon, qui veut encore être dans ce machin de l'Union européenne? Tout le monde veut partir, Gilles. Il faut suivre l'actualité. L'Espagne veut partir. La Hongrie, n'en parlons pas. La République tchèque. Mais pour le moment, ils ne sont pas partis. Mais ils vont partir. Il faut voir les agitations autour. Même les Allemands, ils en ont plein le nez. Nasevoll, comme ils le disent en allemand. Mais il y a eu ils en ont plein le nez, même Brexit, les Allemands. Il y a eu le Brexit. Voilà, parce qu'à la tête de l'Union européenne se trouve un gang de 2 ou 3 personnes qui terrorisent tous les autres. Il n'y a plus d'Union européenne. Il y a un gang de 2 ou 3 types à la tête de l'Union européenne qui terrorisent et les Européens et les Africains. Tout le monde veut partir, Gilles. Il faut suivre l'actualité. Tout le monde veut partir. Alors on se paye crédibilité à moindre frais sur la tête des nègres. Voilà. Alors, on va tirer vers les conclusions, la dernière partie de cette émission. L'idée, que se passerait-il en cas de tentative de rétablissement par la force de Bazoum au pouvoir au Niger? Non, je ne pense même pas que les ennemis du Niger vont prendre ce risque. Parce que l'expérience nous a montré que, au fond, les gens aiment déclencher les guerres sans savoir, sans connaître les aboutissements. L'ambassadeur a donné l'exemple de l'Iran tout à l'heure. Rien ne peut ébranler un peuple qui a la volonté, qui est soudé, qui est décidé. Vous pouvez rejouer, vous pouvez revisiter vos archives pour voir comment, à l'escadrille, le peuple nigérien est sorti, comment le peuple nigérien a fait. Et je rappelle que ce n'est pas le président Tiani et ses collègues du CNSP qui ont fait partie, les Français, hein, il faut bien préciser ça, c'est le peuple nigérien. Rappelez-vous de comment ce peuple est sorti comme un seul homme. Ils ont campé devant l'état-major des armées étrangères à l'escadrille. J'étais à Niamey, j'ai vu. Et c'était même pas loin de mon domicile. Donc j'ai vu tout ça. Après avoir vu tout ceci, je fais confiance à ce peuple. Et je sais que même s'il y aura intervention pour essayer de rétablir le président Bazoum, c'est avec des conséquences qui vont coûter très cher, y compris à la France et à l'Union européenne. Cette option d'intervention pour le rétablir, elle est nulle et non avenue. S'ils le font, ils sont capables de le faire. En fait, ce serait quoi? Ça veut dire qu'ils cherchent un moyen pour tuer Bazoum. Parce que Bazoum, il est question de le juger. Et il parlera. Et ce qu'il va dire va désarçonner la France pour toujours. Ils peuvent chercher maintenant un prétexte, lancer une opération dans laquelle Bazoum va mourir pour dire que c'est le CNSP qui l'a tué. Le CNSP, ils savent que Bazoum est leur frère, ils n'ont aucune intention, aucune raison, aucun intérêt à le tuer. La preuve, il est là. Mais ils sont capables d'organiser quelque chose comme ça pour que Bazoum ne soit plus là. Parce que quand Bazoum sera jugé, s'il est jugé, mais il dira des choses, mon ami. Ça sera pire que ce qu'on entend de la part de Damiba au Burkina. Il dira des choses. Les accointances avec les terroristes, le financement avec les terroristes, le vol, le pillage de l'uranium et de beaucoup d'autres richesses du Niger. Mais déjà, c'est toute la baraque de l'Élysée qui va sauter. Donc, aujourd'hui, il peut monter une chose sous faux drapeau et on tue Bazoum. Mais je suis sûr que les militaires au pouvoir à Niamey feront tout ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent pour que la sécurité de Bazoum soit assurée à 1000%. Voilà. Pour vous, c'est improbable cette intervention, mais est-ce que les institutions régionales comme la CEDEAO par exemple ne peuvent pas prendre le document de l'Union européenne, parce que pour le moment la voix de l'UE ça porte, est-ce qu'ils ne peuvent pas brandir ce document et vouloir tenter une nouvelle action au Niger? Non, mais la question d'abord que je me pose dans cette affaire, est-ce que ça c'est une affaire dont devrait s'occuper le Parlement de l'Union européenne? Est-ce que Bazoum est européen? Est-ce que le Niger, c'est un pays européen? Ils estiment que c'est un ami de l'Union européenne. Non, mais est-ce que la CEDEAO est un instrument de l'Union européenne? Oui, mais je vous ai donné la raison. Attends, dans le fond. Mais dans le fond. Bazoum est un ami de l'Union européenne. Et la CEDEAO est une marionnette de l'Union européenne, il faut le dire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, mais dans le concept, est-ce que c'est ainsi que les choses devraient être?
Est-ce que tu as vu ces Européens-là faire en Afrique ce qui devait être fait? Donc je pense qu'il faut interroger aussi le concept d'amitié. Parce qu'entre chefs d'État, où on parle de loi, on parle de légalité, où on parle d'amitié. Non, mais l'amitié ici a une raison. C'est les ressources du pays que brade l'ami. Donc c'est ça, c'est sur cette base qu'on parle d'amitié. Ce n'est pas par humanisme, ce n'est pas parce que Bazoum a des faits d'âme en matière de bonne gestion, en matière donc de souveraineté sur les ressources de son pays, non. Et n'oubliez pas que dès que les Européens commencent pas à doubler ou à défendre ou à qualifier de trop un dirigeant africain, il faut savoir automatiquement que ce dirigeant a cessé depuis longtemps de servir les intérêts de son pays. Ça veut dire quoi un président ami? Tu vois, c'est ça le problème. C'est avec les Africains qu'il y a cette histoire d'amis là. Je t'ai dit non, ils défilent tout ça à l'Élysée. Le dernier, tu parlais de Déby. Ça va là, ça montre les dents. L'amitié, la fidélité entre nos peuples. Mais vos peuples n'ont aucune amitié. C'est vous deux là. Vous allez entrer manger caviar et boire champagne. Aucun Tchadien n'arrive en France, on le reçoit comme ami, et aucun Français ne va à N'Djamena pour être reçu comme ami. C'est l'amitié entre deux individus, et c'est au nom de cette amitié qu'on asphyxie, on tue des millions de citoyens de ces pays-là. Il n'y a pas d'amitié en politique. Bazoum doit calculer, ou tout autre chef d'État doit calculer ce que son pays gagne. On ne peut pas vous promettre l'amitié et en échange de l'amitié, vous donnez toutes les richesses de votre pays à un autre peuple qui vit à l'aise, qui vit dans l'abondance, et vous, votre meurent de faim au nom de l'amitié. C'est quoi ce matin d'amitié? Est-ce que Bokassa n'était pas ami de Giscard d'Estaing? Est-ce qu'il y avait plus d'amis que les deux là? Tu as vu comment ça s'est terminé, le pauvre Bokassa? Je peux te citer tous les cas d'amitié. Quand un chef d'État français dit à un président africain qu'ils sont amis, mais c'est comme le python qui s'apprête à avaler une petite souris. Voilà l'amitié. Les Africains n'ont qu'à laisser ça. Est-ce que les Français passent leur temps à parler à vivre de l'amitié chez eux? Non, ce qu'il faut, j'aimerais ajouter aussi un petit truc, c'est que il y a eu des coups d'État dans plusieurs pays en Afrique, dans la même période. Mais quelle est la différence entre les coups d'État, si vous voulez, au Gabon, en Guinée-Conakry, et ce qu'on a eu comme renversement de pouvoir dans les pays de l'AES? On peut ajouter même la Guinée-Bissau. Voilà. Mais quelle est la différence? Mais la différence, simplement parce que dans certains pays, notamment les pays de l'AES, il y a eu des militaires qui ont décidé de prendre leurs responsabilités et qui ont choisi de se ranger du côté de leur peuple, c'est-à-dire du bon côté, qui consiste à ne pas travailler pour l'intérêt de l'impérialisme. Et alors que quand vous prenez le Gabon et comment appelle-t-on, la Guinée-Conakry, vous voyez bien que là-bas, on ne les harcèle pas de la même façon, simplement parce que ces types n'ont pas perturbé, n'est-ce pas, le fonctionnement du pays. Ils n'ont pas perturbé, ils n'ont pas empêché à la France et aux Occidentaux de continuer à avoir accès aux ressources de ce pays-là. C'est toute la différence. Il n'y a pas une différence entre ce qui s'est passé dans ces deux pays et ce qui s'est passé dans l'AES. Gilles, retiens que tous nos pays sont des coffres forts, pleins de richesses. L'idée de la puissance coloniale, c'est de trouver à qui confier les clés du coffre-fort, qui va s'asseoir sur le coffre-fort avec les clés, et quand la puissance coloniale vient, on ouvre, elle ramasse, elle part. C'est tout. Donc il a donné l'exemple des coups d'État, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça, même les enfants de CP1 ou CP2, ils comprennent ça. Tu peux leur expliquer, coup d'État en Guinée, voici ce que ça a donné. Coup d'État au Mali, voici ce que ça donne. Tout le monde comprend ça. C'est tellement facile à comprendre que c'est là que je ne comprends pas qu'il y ait des gens, des Africains noirs, qui, eux, se disent amis des colons et qui ne comprennent pas ça. Je voulais souligner quelque chose. On parle avant le 1er avril, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont venir attaquer? Mais vous croyez que quoi? Les pays du Sahel, c'est déjà averti. Pourquoi le président Ibrahim Traoré du Burkina, qui est en même temps le président en exercice de l'AES, pourquoi il parle toujours d'hiver noir?
Mais ils sont avertis, ils les attendent. Tu sais ce qui me font pitié? C'est les pauvres bougres qui, eux, ne savent pas qu'un danger les guette. Parce qu'ils se disent, ah, les Blancs vont venir, ils vont utiliser nos territoires, ils vont attaquer les pays de l'AES, et puis c'est fini. Mais ils n'ont qu'à regarder un peu ce qui se passe en Iran. Les pays du Golfe Persique, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Dubaï, c'est des vitrines. Ces pays-là, c'est les pays du bonheur. Ils avaient la paix, ils avaient l'argent, ils avaient la belle vie. Ils n'ont jamais cru qu'un jour, le Burj Al Arab ou le Burj Khalifa à Dubaï va brûler. Donc, ceux qui sont assis chez eux, ils font les calculs en se disant qu'ils vont aider à détruire les pays du Sahel. Je leur dis de regarder très bien le film qui se déroule actuellement dans les pays du Golfe et de voir qui souffre le plus. Ce n'est pas les États-Unis qui souffrent le plus, c'est les pauvres Arabes qui ont eu la naïveté de croire que l'Amérique est une superpuissance et que si l'Amérique te protège, même Dieu ne peut rien contre toi. Mon ami, si l'Amérique te protège, on n'a même pas besoin de Dieu. Le premier voyou venu peut te raser. Et ils sont en train d'être rasés. Donc, je voudrais que dans la sous-région ouest africaine, qui est aujourd'hui menacée des plus graves troubles, que les Africains, nos dirigeants, comprennent qu'un malheur ne peut pas arriver au Sahel et ne pas toucher les autres pays. Et qu'on se mette ensemble. Si on fait comme les Arabes, on se divise, mais il y aura des destructions. L'Iran s'en fout. Alors, pour clôturer, pour finir cette première partie, Didier, est-ce qu'il existe une troisième voie entre le retour problématique de Bazoum au pouvoir et la rupture totale avec l'Europe en ce qui concerne les pays de l'AES? Non, je ne sais pas pourquoi vous parlez de retour du président Bazoum aux affaires. Bon, ce n'est pas une éventualité à envisager, selon moi, parce que Bazoum ne peut pas revenir au pouvoir dans la simple mesure où aujourd'hui, le pays a fait son choix et les peuples de l'AES également ont fait leur choix. Et vous avez vu la dynamique dans laquelle ces pays-là sont désormais inscrits et la marche qui est la leur. Donc, une intervention militaire pour essayer en tout cas entre guillemets, de façade, pour essayer de rétablir Bazoum, ne peut se solder que par la mort du président Bazoum. Donc, je ne vois pas comment un mort va revenir pour diriger le pays. Donc, cette éventualité n'existe pas. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que oui, effectivement, si vous parlez d'une troisième voie, la troisième voie que moi, ou la deuxième, c'est que effectivement, ce comportement ou cette résolution des Occidentaux va participer à approfondir la distinction entre les pays de l'AES et eux. Simplement, ces pays n'ont jamais dit qu'ils ne veulent pas coopérer avec une catégorie de puissance. Non, ces pays n'ont jamais dit ça. Ces pays veulent coopérer, mais ces pays exigent un respect et une coopération d'égal à égal, surtout que les ressources sont chez nous. Et je me rappelle du président Mamadou Tanja. On était à l'hôtel Gawé, le président Sarkozy est venu. Et je pense d'abord, avant l'arrivée du président Sarkozy, je crois que Sarkozy venait d'accéder au pouvoir et il a invité le président Mamadou Tanja à venir en France pour qu'il puisse parler de l'uranium. La réponse du président Mamadou Tanja a été non. D'abord, si on prend le protocole, diplomatiquement, moi je suis ton ancien. Tu viens d'accéder au pouvoir, donc si quelqu'un doit aller vers l'autre, c'est toi qui dois venir d'abord vers moi. En plus, je suis ton aîné. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'uranium dont tu as besoin, l'uranium se trouve chez moi. C'est moi, l'uranium m'appartient, c'est-à-dire c'est pour mon pays. Donc le marché, c'est ici. Si tu as besoin d'acheter un produit, il faut aller là où ça se vend. L'uranium se vend au Niger, donc si tu as besoin d'uranium, tu viens me voir. Et c'est de cette façon que le président Sarkozy a été obligé de venir lui rendre visite au Niger et de pouvoir parler donc de cette uranium. Donc je pense que ce que veulent simplement les pays de l'AES et le Niger, c'est qu'ils veulent commercer, ils veulent échanger, ils veulent coopérer avec l'Union européenne, la France, tout ce beau monde, mais ils veulent que tout ça se passe dans un cadre vraiment plus normalisé, dans un cadre qui garantisse
les intérêts également de leur pays. Et puis vous allez voir que juste après la création de l'AES, on a eu l'impression, je vais finir par là, on a eu l'impression que les pays de l'AES se sont éloignés. Mais en réalité, si vous regardez ces derniers temps, de plus en plus des accords de coopération sont en train d'être signés avec les États-Unis. D'accord. Merci, Voilà. c'est bien compris votre point de vue. Est-ce que nous sommes là? Oui, pratiquement. La pause s'impose maintenant pour une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. On se retrouve dans 10 minutes pour la suite de New World Forum.